31 décembre 1999, 23h59. Après avoir été fantasmé dans tous les films de science-fiction, le nouveau millénaire est là. Tous les espoirs se tournent vers l'avenir. Ce troisième millénaire, on l'espère, sera celui du progrès. On croit à un millénaire de changement, d'évolution, de nouveautés. Une page se tourne. On espère qu'il sera mieux que le précédent, qu'on ne reproduira plus les mêmes erreurs. On a l'impression d'entrer dans un nouveau monde. Partout autour du globe, on organise des fêtes. Les places des grandes villes sont bondées. Tous les yeux sont rivés sur le décompte pour rentrer dans ce nouveau siècle. Le monde sera nouveau. Le monde sera 2000. Ce qu'on a un peu oublié ou peut-être même jamais su si vous êtes aussi jeune que moi, c'est que le passage au XXIe siècle a aussi été teinté d'une grande angoisse presque partout dans le monde. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, reprenons. Ça va prendre sens. Pour comprendre ce qu'il s'est passé en 2000, il faut revenir aux années 60, au tout début de l'informatique. À l'époque, la mémoire et l'entreposage de données en informatique étaient particulièrement coûteux. La moindre petite information prenait beaucoup de place et coûtait très cher à stocker. Les programmeurs informatiques limitaient donc au maximum les informations à rentrer sur les cartes perforées, les cartes mémoire de l'époque. Les informaticiens de l'époque ont donc choisi de coder les années sur 2 chiffres uniquement au lieu de 4. Pour faire simple, l'année 1960 était réduite à 60, pour prendre moins de place. Le 19 restait fixe. Au fil du temps, et malgré l'évolution fulgurante de l'informatique, cette manière d'écrire les dates perdure. Dans les années 1980, Peter de Jaeger, informaticien chez IBM, commence à s'inquiéter du problème du passage à l'an 2000 en informatique. Le problème, c'est que comme la majorité des dates sont restées codées sur 2 chiffres, au moment du passage à l'an 2000, la date va passer de 99 à 00. Mais pour un ordinateur, 00, c'est plus petit que 99. Et ce petit détail minuscule, ça modifie l'entièreté d'un système. Pour la machine, on revient en arrière, on retourne dans le temps. Tous les calculs risquent de devenir faux. L'ordinateur ne va-t-il pas interpréter l'année 00 comme l'année 1900 ? Si le problème est connu bien avant, les informaticiens peinent à se faire entendre et il faut attendre 1995 pour qu'IBM, le géant informatique de l'époque, reconnaisse l'existence d'un problème. La même année, Peter de Jaeger quitte son poste chez IBM pour créer un centre d'information sur le passage à l'an 2000. Le problème prend le nom de Year 2K et tout s'accélère. Le compte à rebours jusqu'à l'an 2000 est lancé. Rapidement, tous les pays mettent en place leur gestion du passage à l'an 2000. Si le bug a bien lieu, ce sont les entreprises et les administrations qui risquent gros. Des erreurs de calcul pourraient paralyser tout leur système et logiciels. On craint de voir s'arrêter les trains, avions, les systèmes de défense militaire, l'électricité, l'eau. Tout était contrôlé par des systèmes informatiques reliés entre eux par la puissance grandissante d'Internet, et un dysfonctionnement dans un domaine pouvait entraîner un bug général par effet domino. En France, il faut attendre 1998 pour que le gouvernement prenne des mesures en se concentrant d'abord sur des grands domaines primordiaux, avec entre autres l'eau et l'électricité. Les informaticiens mettent en place 2 techniques dans les grandes entreprises ou administrations pour tenter de régler le problème. La première, c'est de tout migrer vers de nouveaux logiciels. L'avantage en Europe, c'est que ça règle également le problème du passage à l'euro. C'est aussi un moyen pour les entreprises de passer à des systèmes plus modernes, complètement rénovés. La seconde, pour les entreprises où il serait trop complexe de créer de nouveaux logiciels, c'était de réparer le problème. C'est-à-dire de reprendre toutes les lignes de code de tous les systèmes d'exploitation et logiciels et de tout corriger. En Europe, ça a en plus l'inconvénient d'obliger à 2 conversions. Celle à l'an 2000, puis celle en euros. C'est beaucoup plus coûteux et ça force à rester avec des systèmes souvent vieux et datés. Pour les plus petites entreprises, l'impact est moindre. Beaucoup utilisaient simplement des logiciels qu'il a fallu mettre à jour. Rapidement, toutes les entreprises se voient forcées à mettre en place une procédure et à engager un responsable du passage à l'an 2000. Tout doit être fait, et vite. Des assureurs préviennent les compagnies aériennes qu'ils ne couvriraient plus celles qui n'ont pas suffisamment traqué les effets du bug de l'an 2000. Les dépenses en informatique des entreprises montent en flèche. En Europe, la charge de travail pour les informaticiens était telle
qu'il a souvent fallu repousser après le 1er janvier 2000 les conversions à l'euro qui n'étaient pas indispensables. Aux États-Unis, on est même obligé de rappeler des informaticiens à la retraite capables de comprendre l'informatique de l'époque. Et les entreprises préparent des groupes d'informaticiens prêts à gérer les problèmes qui pourraient survenir le 1er janvier à minuit 1. Si l'angoisse se diffuse assez peu au grand public en France, aux États-Unis, la population est bien plus informée sur le bug de l'an 2000. Et il se prépare littéralement à une apocalypse. La vente d'armes explose, près de 70% des habitants des États-Unis achètent des provisions en urgence pour le passage à l'an 2000. La population prépare des réserves d'eau et de nourriture et certains s'enferment chez eux. Certaines chaînes de télévision préparent des émissions spéciales pour le Nouvel An pour commenter le déroulement des événements. Les informaticiens et politiques multiplient les discours à la télévision. La rumeur enfle et la panique se diffuse dans la population. En l'an 2000, ce sera le chaos. Alors je me prépare en conséquence. J'ai déjà un revolver, mais je voulais acheter quelque chose de plus puissant. 31 décembre 1999, 23h59. L'angoisse est à son comble. Le monde est sur le point d'exploser. Et pas de problème majeur. Quelques problèmes sont recensés un peu partout, mais pas de problème majeur ou d'effondrement de la société. Toute cette angoisse pour rien, dans le fond, pas vraiment. Si tout s'est si bien passé, c'est aussi et surtout parce que les entreprises s'étaient bien préparées à cet éventuel bug, ce qui a largement limité la casse au moment du passage à l'an 2000. Il a d'ailleurs été constaté que certaines entreprises peu prévoyantes qui avaient retardé plutôt que réglé le problème ont eu des problèmes au passage à l'an 2020. On estime quand même que le passage à l'an 2000 a coûté entre 100 et 200 milliards d'euros en Europe. Les grandes entreprises ont dû licencier en masse après 2000, tant la réparation du bug avait coûté cher. Si le passage ne s'est pas fait sans casse, la société ne s'est pas encore effondrée et la vie a repris son cours. De nos jours, pour modéliser une date en informatique, on représente généralement le nombre de millisecondes écoulées depuis le 1er janvier 1970, la date référence. La majorité des ordinateurs stockent les informations sur 32 bits. C'est la quantité maximale d'informations choisie pour modéliser un nombre. Le mardi 19 janvier 2038, à 4h14 et 7 secondes, heure de Paris, les machines 32 bits arriveront au maximum de leur capacité de stockage pour la représentation des dates. Si le bug supposé de l'an 2000 nécessitait de changer des lignes de code, là le problème n'est pas seulement logiciel, il est aussi matériel. Ces machines ne pourront pas dépasser cette date. Pour résoudre un problème matériel, il faut soit changer le matériel physiquement, soit faire des changements assez lourds côté logiciel pour compenser. Mais bon, avec un peu de chance, on y sera mieux préparé, non ?